À Sugarland, au Texas, il y a un meurtrier qui rôde. Il nous a tous abattus. Toute ma famille était morte. Je voulais me venger. Pas de témoins. C'était très curieux. On devait trouver le coupable. L'histoire déchaîne un tourbillon médiatique. Qui aurait pu l'aider? Ce type était impliqué, c'était certain. C'est une tragédie de plus. Dieu ne m'a pas épargné pour rien. S'il veut me supprimer, il mettra fin à mes souffrances. C'est le genre d'histoire qui nous tient à cœur. Celle d'une famille qui semblait idéale sous tout rapport. Jusqu'à ce qu'un soir, un lourd secret et un crime terrible mettent à l'épreuve le pouvoir du pardon. Sugarland est une banlieue huppée, à 32 km du centre de Houston. C'est la classe moyenne supérieure. Les habitants ont généralement de bonnes situations. C'est un environnement agréable pour élever des enfants. Pour Kent et Tricia Whitaker, natifs de Houston, Sugarland semble l'endroit idéal pour fonder une famille. Ils se sont rencontrés vers 20 ans et sont tombés amoureux. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit si jolie. C'était un rendez-vous arrangé, une belle surprise. Quand on tombe amoureux de quelqu'un, c'est souvent parce qu'on est séduit par sa personnalité. Je ne voulais passer ma vie avec personne d'autre qu'elle. Tricia est institutrice et Kent est cadre dans l'entreprise de construction de sa belle famille. Leurs carrières sont au beau fixe. Et le couple a 2 fils, Bart et Kevin. Tricia adorait les enfants. Elle disait qu'elle voulait avant tout être une bonne mère. Elle était comme ça. Elle avait un grand cœur. Pour Kent et Tricia, la religion est la pierre angulaire du foyer. La foi a toujours tenu une place de choix dans ma vie. Kevin et Bart n'avaient pas du tout la même vision des choses. Bart allait à l'église, mais sans que ça l'intéresse plus que ça. Alors que Kevin était l'une des personnes les plus pieuses que je connaisse. Il faisait preuve d'une grande compassion envers son prochain. Il était très sociable et apprécié. Les autres enfants l'adoraient. Il était le meilleur ami de tout le monde. Il était doué pour le sport et très athlétique. Il aimait le golf et le baseball. Bart ne s'est épanoui dans le sport que lorsqu'on s'est mis au cyclisme tous les deux. C'était notre passion. On a tellement roulé qu'on a presque fait l'équivalent d'un tour du monde. 38 000 kilomètres. En 2003, Bart fait des études de droit pénal. Il veut faire carrière dans les forces de l'ordre. Bart a étudié à Baylor pendant 2 ans, puis à Sam Houston et à Huntsville au Texas. Il avait de très bonnes notes. Il était brillant. Le soir du 10 décembre 2003, Bart en a fini avec ses examens et la famille sort fêter son futur diplôme au restaurant. C'était son dernier semestre. On est sorti dîner et le serveur lui a apporté un dessert avec écrit « Félicitations » sur l'assiette. Kent et Tricia sont si fiers de leur fils qui lui offre un cadeau de grande valeur, une Rolex flambant neuve. Il avait toujours dit qu'il rêvait d'en avoir une. Et on lui avait promis qu'après son diplôme, si c'était possible, on lui en offrirait une. Il était ravi de son cadeau. Après le dîner, les Whitaker rentrent chez eux. Kevin a ouvert la porte, il est entré
et il y a eu une détonation. Trisha, qui était juste derrière lui, a dit « Ah non !» et il y a eu une deuxième détonation. Je me suis approché pour comprendre ce qui se passait et j'ai vu un homme à environ 2 mètres de moi, cagoulé. J'ai été touché à l'épaule et je me suis écroulé devant la porte. Je saignais et c'est là que j'ai compris que c'était des coups de feu. Il y a eu une 4e détonation et j'ai pensé, il nous a tous abattus. J'ai appelé ma femme et mes fils, mais personne n'a répondu. Blessé par balle, Bart appelle les secours. Okay, Bart, where is your wound? In the arm, my shoulder. I think I can't move my arm. Okay, who else has been shot in the house with you? My brother, and my mom and my dad. Do you know who shot you? Oh. Un voisin s'est précipité et il m'a dit « Ne t'en fais pas, les secours arrivent ». Presque immédiatement, j'ai entendu les sirènes. La police arrive et les ambulanciers prennent en charge les blessés. L'inspecteur Marshall Slott est envoyé sur place. C'était l'effervescence dans le quartier. 2 hélicoptères s'étaient posés sur place. La rue, d'habitude calme, était méconnaissable. Kent Whitaker est étendu devant sa maison et il perd beaucoup de sang. Il entend sa femme gémir près de lui, mais il ne voit rien et il ignore où sont ses fils. Je n'arrêtais pas de demander comment va ma famille. Personne ne voulait rien dire. Et puis j'ai entendu 2 policiers. L'un disait à l'autre « Qu'est-ce qu'on fait du corps ?» J'ai compris que l'un d'eux au moins était mort, mais peut-être que toute ma famille était morte. Je suis tombé en état de choc. J'ai entendu un hélicoptère et un ambulancier m'a dit que Trisha allait être emmenée aux urgences. Mon cœur a bondi. Elle est encore en vie. Et puis, j'ai pensé au corps sans vie. Ça voulait dire qu'un de mes fils était mort. Dès que l'hélicoptère de Trisha est parti, un autre est arrivé pour moi. J'ai vu la ville défiler sous mes yeux. J'avais l'impression d'être dans un film. Trisha et Kent sont élitreillés séparément à l'hôpital Herman de Houston, tandis que Bart est emmené en ambulance. La famille ignore encore que Kevin, 19 ans, n'a pas survécu. La balle qu'il a reçue en pleine poitrine a été fatale. Kevin était toujours sur place. Il est mort sur le coup. Ce gamin de 19 ans qui avait la vie devant lui venait d'être abattu chez lui. On devait trouver le coupable. Le soir du 10 décembre 2003, la tragédie qui frappe les Whitaker sème la panique à Sugarland. Il y a un meurtrier qui rôde. The information we have from police is that a family of 4 arrived home and a man wearing a mask shot all 4 of them. Tandis que la police cherche à reconstituer les faits, Kent, Trisha et Bart Whitaker sont transportés d'urgence à l'hôpital. Mes parents sont arrivés. J'ai dit, « Papa, je crois que Trisha et Kevin sont morts. » J'ai raison? Et il m'a dit, « Oui, fiston, ils sont morts. » Trisha a succombé à ses blessures dans l'hélicoptère qui l'emmenait à l'hôpital. J'étais comme engourdi par cette perte incompréhensible. C'était inimaginable. Je voulais me venger. Seul soulagement, Bart, son fils aîné, est encore en vie. Allongé là, j'ai compris qu'il fallait que je reste fort pour mon fils et que j'aurais plus que jamais besoin de Dieu.
La police examine la scène de crime et rassemble les preuves. J'ai évalué différents scénarios. J'ai pensé à un cambriolage. Les premiers éléments de preuve retrouvés sur place sont une arme et des douilles usagées. On a trouvé un Glock 9 mm dans la cuisine qui semblait avoir tiré les 4 coups reçus par les Whittaker. On n'a retrouvé aucune empreinte sur l'arme. Ça voulait dire qu'elle avait été nettoyée ou que le tireur portait des gants. Aucun témoin n'avait vu le tireur s'enfuir. On a vérifié si la clôture du jardin avait été forcée, mais on n'a rien trouvé. En examinant l'extérieur de la maison, la police découvre un objet à terre. On a retrouvé un gant noir près du trottoir, à côté de la voiture de Bart. C'était le premier élément de preuve qui pouvait peut-être nous permettre d'identifier le coupable. La police sait que la menace d'un voleur armé et ayant déjà tué 2 personnes risque de semer la panique en ville. It's kind of threatening to the rest of us because it could happen to any of us at any time. Il y avait déjà eu des cambriolages dans le quartier. Les gens étaient sur les dents. Alors qu'ils examinent les lieux, les enquêteurs apprennent qu'un autre cambriolage vient de se produire de l'autre côté de la ville. Un homme armé et cagoulé a dévalisé un couple avant de s'enfuir. L'homme les avait observés. Il était entré par effraction et il les avait attaqués. C'était étrange que ces 2 événements soient aussi rapprochés dans le temps. On a pensé qu'ils étaient liés. La police de Houston traque le suspect jusqu'à un immeuble. Les policiers encerclent le bâtiment et réalisent que l'homme se terre dans le box de l'un des appartements. Le tueur présumé des Whittaker est pris au piège. Il est armé et prêt à tout pour s'en sortir. Quand les policiers ont donné l'assaut, il s'est suicidé. J'étais en colère. On avait perdu notre suspect. L'homme est rapidement identifié. Il s'agit de Lissam Brown, 22 ans, récemment incarcéré pour détention de drogue. Les enquêteurs ne peuvent plus l'interroger, mais ils doivent vérifier son lien avec l'agression des Whittaker. Alors ils font venir un chien policier afin qu'il flaire l'odeur du suspect sur le gant retrouvé près du trottoir et sur le Glock 9 mm qui était dans la cuisine. Ces chiens sont entraînés à reconnaître l'odeur d'une personne sur un objet. C'est fou. Vous touchez quelque chose, vous laissez votre odeur, pas forcément votre ADN, mais le chien peut vous retrouver. Malgré plusieurs tentatives, le chien ne reconnaît pas l'odeur de Lissam Brown. D'autres éléments ne concordent pas. Le suspect avait toujours son arme puisqu'il s'est tué avec. Et il avait encore ses 2 gants. 2 situations, 2 individus différents. Aucun élément ne permettait d'établir qu'il s'agissait bien de notre tireur. 4 jours plus tard, le 14 décembre 2003, les enquêteurs accompagnent Kent et Bart chez eux afin de reconstituer pas à pas le déroulement de la soirée. Marshall Slott, Detective with Sugar Land Police Department, 7:12 p.m. Mr. Whitaker's agreed to walk us through the situation. I was right here, and I had my back turned, watching Bart come forward. I was walking up. I guess they were probably opening the door about this point, and that's when I heard bang, 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 and I step like this, and I hear it, bang, and like this. À ce moment-là, Bart s'est rué à l'intérieur pour affronter le tireur. I ran straight up this way, and I could see you running away. Somewhere in here, I got shot. I sat there on the ground, talked to the 911 operator. Is there anything else that you can think of that I haven't asked about or that we didn't cover in the walk? I just don't know how somebody gets out of our backyard wearing a mask. Puis la police réexamine la scène de crime. La porte n'avait pas été forcée. Donc soit le tireur avait une clé, soit la maison n'était pas verrouillée.
La chambre parentale n'était pas en désordre. Les bijoux sur la commode n'avaient pas été touchés. Les tiroirs étaient ouverts, mais tous exactement au même degré, comme si le cambrioleur ne les avait pas fouillés. C'était très curieux. La seule pièce à avoir été fouillée se trouve à l'autre bout de la maison. La chambre de Kevin donnait sur un grenier. Et dans un coin de la pièce, il y avait un coffre-fort pour armes à feu qui avait été forcé. L'arme qu'on a retrouvée dans la cuisine était de modèle et de calibre identique à celle que Kevin rangeait dans ce coffre. Les analyses balistiques ont pu établir que l'arme dérobée dans le coffre était bien celle qui avait servi à abattre la famille. Trisha et Kevin ont été tués par une arme qui était cachée dans un coin au premier étage. Le voleur savait ce qu'il cherchait. Au vu de ces éléments, la police comprend qu'il ne s'agit pas d'un cambriolage qui a dérapé. Quand il y a un meurtre, la famille est toujours suspecte. On a enquêté sur Kent Whitaker. Kent Whitaker voulait visiblement trouver le coupable. Il s'est montré coopératif, ouvert et honnête dans ses réponses. On en a conclu qu'il n'avait rien à voir avec cette histoire. Le 16 décembre 2003, moins d'une semaine après la tragédie, les funérailles de Trisha et Kevin Whitaker sont organisées. Ces meurtres ont choqué la ville tout entière. Au moins 2000 personnes sont venues à l'enterrement. Elles voulaient nous soutenir, même si on ne les connaissait pas. Les drames de ce genre sont très rares à Sugarland, et l'histoire déchaîne un tourbillon médiatique. L'affaire prend de l'importance et des informateurs appellent de partout. Une personne téléphone de l'université d'État Sam Houston, dont Bart va bientôt être diplômé. On m'a dit que Bart n'allait pas être diplômé, qu'il était en fait en première année et que sa moyenne était déplorable. On a informé Kent Whitaker que Bart avait menti à sa famille. Et il est véritablement tombé des nues. Je le croyais très bon élève, mais en fait, il trafiquait ses bulletins avec beaucoup de talent. Et je n'en avais pas la moindre idée. Kent est déçu, mais il a pour habitude d'accorder le bénéfice du doute à ses enfants. Il décide d'en parler à son fils. J'étais furieux. Je lui ai dit, tu te rends compte? Au lieu de chercher le vrai tueur, ils vont se concentrer sur toi parce que tu nous as menti. Il m'a dit, j'ai eu tort, pardon. Je ne voulais pas décevoir maman. Elle voulait tellement que je réussisse. Une nouvelle piste se présente lorsqu'un homme contacte les enquêteurs, affirmant qu'il détient des informations sur les Whitaker. Je suis sorti sur le parking du commissariat et un certain Adam Heap s'est présenté comme un ami de longue date de Bart Whitaker. Au cours de notre conversation, qui a duré près de 3 heures, il m'a raconté que Bart lui avait confié qu'il projetait de faire assassiner sa famille. Bart comptait emmener dîner toute sa famille pour fêter sa réussite. Ce n'était qu'une excuse pour les faire sortir de la maison. Quelqu'un devait s'introduire chez eux et mettre en scène un cambriolage. Sur une feuille, il a dessiné le plan de la maison des Whitaker. Et il a placé le tireur dans l'entrée. Il devait abattre les membres de la famille un par un à leur arrivée, puis tirer une balle dans le bras de Bart pour égarer les enquêteurs. On n'avait diffusé aucune information détaillée sur les meurtres, et encore moins sur l'ordre dans lequel les Whitaker avaient été abattus. Il a fait un dessin qui ressemblait trait pour trait à la scène de crime. Ce type était impliqué, c'était certain. Adam Heap était mêlé au meurtre.
La police de Sugarland interroge Adam Heap, un vieil ami de Bart Whittaker, qui pense connaître l'instigateur des meurtres. Monsieur Heap a dit aux enquêteurs que, par le passé, Bart Whittaker avait tenté de le recruter, lui, ainsi qu'un autre homme, pour l'aider à tuer sa famille. Il leur avait promis une part de plus d'1 million de dollars sur son héritage. Les policiers sont intrigués par son histoire et se demandent s'il a participé au meurtre. Son dessin était très détaillé. Soit c'était lui le tireur, soit il voulait nous embrouiller. La police cherche à le faire avouer, mais il affirme qu'il travaillait à plus de 300 km de là la nuit des meurtres. On a voulu vérifier son alibi. Il tenait la route. Il avait été filmé par la caméra d'une banque à Dallas, mais au moins on savait que Bart Whittaker avait un plan et qu'il l'avait exposé à d'autres personnes. Le projecteur s'est braqué sur Bart Whittaker. La police a besoin de preuves ou d'un aveu. On a convaincu Adam Heap de téléphoner à Bart Whittaker sous notre surveillance. Le but était que Bart fasse des aveux s'il était effectivement impliqué dans le meurtre des membres de sa famille. Au cours de ces appels, Adam dit à Bart que la police l'a contacté pour l'interroger et il lui rappelle son projet de meurtre. I really got a question, as far as what we had talked about in the past, as far as, I hadn't said a word about that, and I never will. I would never have been involved with anything that hurt my brother. All they're really concerned about right now is the mistakes I've made in my life. They're not looking where they need to look. Bart ne dit rien de compromettant, mais les enquêteurs trouvent ces conversations suspectes et demandent à Adam Heap de continuer à l'appeler. Bart redoutait qu'Adam ne parle. Alors il a accepté de le payer pour qu'il mente à la police de Sugarland. La police met en place une boîte aux lettres et attend que l'argent soit livré. Bart a promis de verser la plus grosse somme possible. Quelques jours plus tôt, une enveloppe contenant de l'argent a été déposée dans la boîte. Tout indiquait que Bart Whittaker était celui qui avait orchestré ces meurtres. Les enquêteurs savent que Bart n'a pas pu agir seul. Ils doivent maintenant identifier qui figurait dans son entourage à l'époque. Ils se sont servis des informations qu'Adam Heap leur avait données. Le plan incluait 3 personnes. Bart, le tireur et le conducteur qui l'aiderait à s'échapper. On a passé en revue son cercle d'amis proches, avec qui il habitait, qui étaient ses meilleurs amis, qui aurait pu l'aider. Les policiers se rendent à Conroe, à 1 heure de route. C'est là que Bart vivait et travaillait. Les enquêteurs sont allés au Bentwater Country Club. Bart y était responsable du bar. Ils ont découvert qu'il fréquentait 2 autres employés du club, Stephen Champagne et Chris Brashear. Ils étaient proches de lui et ils en savaient beaucoup sur lui. Ses ennemis, ses activités. Les semaines suivantes, Stephen Champagne et Chris Brashear sont interrogés. La police remarque vite quelque chose. On a découvert, en examinant leurs relevés téléphoniques, que chaque fois qu'on parlait à Stephen Champagne, Chris Brashear ou Bart Whittaker, ils s'appelaient mutuellement tout de suite après. Il semblait évident qu'ils parlaient de l'enquête et des questions qu'on leur avait posées. Le plus inquiétant, c'est que Bart Whittaker est retourné vivre avec son père. La police décide de mettre Kent au courant, car sa vie est peut-être en danger. À ce stade, on lui a communiqué ce qui nous semblait nécessaire pour sa sécurité, parce qu'il vivait toujours sous le même toit que Bart Whittaker. Ils ne m'ont pas dit que je courais un risque avec Bart, mais ils l'ont laissé entendre. J'ai dit, si c'est vrai, s'il veut me supprimer, il mettra fin à mes souffrances.
Il refusait de croire que Bart était impliqué. C'était son fils et le seul survivant de sa famille. C'était trop. Je n'allais pas abandonner mon fils simplement parce qu'il n'avait pas d'autres suspects. Tant qu'il n'avait pas de preuves, je n'allais pas le rogner et le jeter dehors. Puisqu'il ne s'enfuyait pas, peut-être qu'il n'était pas coupable. Kent et Bart se reposent l'un sur l'autre. Leur lien est plus fort que jamais. Bart et moi, on a vécu près de 7 mois ensemble après la tragédie. On a beaucoup parlé et... Un soir, il m'a dit qu'il allait voir sa copine et qu'il reviendrait le lendemain matin. Et il est sorti. La matinée passe, mais Bart ne revient pas. Plus tard dans la journée, le monospace de Bart est retrouvé abandonné, les portières ouvertes et le moteur allumé. Mais Bart n'est pas là. Il avait disparu. On ne l'a pas retrouvé. Il n'était ni à Sugarland, ni à Houston, ni dans la région. Il s'était volatilisé. Après son départ, je me suis aperçu qu'il avait emporté mes économies. J'étais complètement seul. C'était un sentiment terrible. Je n'avais plus rien pour me convaincre qu'il disait la vérité. Je ne comprends pas. Je ne sais pas pourquoi il a fait ça. Avec Bart en cavale, la chasse à l'homme est lancée. 10 000 $ sont offerts pour toute information. Plusieurs personnes nous ont dit l'avoir vu. Mais rien de vraiment concret à chaque fois. J'étais très déçu. Parce qu'on avait laissé Bart Whittaker nous filer entre les doigts. 10 jours plus tard, Kent Whittaker contacte la police après avoir reçu une lettre de son fils. Bart Whittaker a écrit « Je dois le faire. Je dois traverser les flammes seul. Prie pour moi. » Il n'a pas dit où il allait, juste qu'il partait. Il y avait un post-scriptum au bas de la lettre. « Attends le plus longtemps possible avant d'appeler la police. » Il n'avouait pas les meurtres, mais la fuite est souvent signe de culpabilité. Bart ayant disparu, la police se concentre sur les 2 autres suspects, Stephen Champagne et Chris Brashear. On voulait rassembler un maximum de preuves. Et ils voulaient nous faire croire qu'ils n'avaient rien à cacher. Ils nous ont volontairement donné des échantillons d'ADN et d'odeur. L'odeur des 2 hommes est comparée à celle trouvée sur la scène de crime. Le chien a reconnu Chris Brashear. Mais une odeur ne suffit pas à inculper quelqu'un. Néanmoins, on savait que son odeur était sur l'arme. On en a conclu que Chris Brashear était le tireur et que Stephen Champagne était soit impliqué dans l'affaire, soit savait quelque chose de compromettant. Espérant obtenir des aveux, la police convoque à nouveau Chris Brashear. Would it surprise you if I told you that Bart has planned and actually attempted to carry out killing his family before? Would that surprise me? Does that surprise you? Yes. Has Bart ever approached you about killing his family? We have strong physical evidence that links you to the scene that night. Can you explain that? That night? Mm-hmm. Well, no, there would be no way for me to explain that. No way for you to explain that. Okay. I just, hey, no. I'm gonna stop right here. I understand you have questions, but this is getting a little too hot and heavy for me. Really, I'm just very uncomfortable with this situation. So. Chris Brashear a compris qu'on en savait plus qu'auparavant. Et il a refusé d'en dire davantage. Le jeune homme met fin à l'interrogatoire. Les enquêteurs se tournent alors vers Stephen Champagne. On a mis son téléphone sur écoute pour surveiller ses activités et tenter de lui mettre la pression.
On l'a interrogé et on lui a dit qu'on savait que Bart Whittaker était coupable. On avait le sentiment d'avoir de l'ascendant sur lui. Au cours des semaines qui suivent, les enquêteurs convoquent régulièrement Stephen Champagne pour l'interroger, en espérant que la pression le fasse céder. D'après les écoutes téléphoniques, la stratégie semble payante. Il racontait à quel point l'enquête le stressait. Et les policiers se sont dit que c'était l'occasion de faire encore monter la pression d'un cran. Presque 2 ans après les meurtres de Trisha et Kevin Whittaker, la tactique porte ses fruits. Pendant cette période, Stephen Champagne m'a appelé. Il voulait qu'on se parle. Sometime after Chris moved in, you explained to me that Bart approached you. He had brought up wanting to get rid of his parents and his brother and wanted me to help him. Were you and Chris going to gain anything from this? He told me that his parents had a lot of money. If his whole family was out of the pictures, and he would get millions of dollars. He said he would give us a bunch of money. Did he ever give you a specific dollar amount? I just remember something about $10 million. Bart avait promis une part de l'assurance vie de sa famille. Bart savait très bien qu'il n'y avait aucune assurance vie. Je suppose qu'il a inventé ça pour convaincre ses amis de l'aider à nous tuer. Chronologically, as best as you can, run me through everything that took place that day. We met at Bart's house around 4. He had given me a cell phone and explained to me that they were going to go down there and go to dinner. And I was just to drive down there around 8:30, be down there around that time. And Chris was going to call me and tell me when to pick him up. And I just kind of took my time on getting down there. We drove by the restaurant and saw their car there. Chris had called me and, you know, said that they had left and he was getting in the house and he had lost a glove and saw him leaving the restaurant, and then I followed him home, and when I pulled up there I just stopped and turned the lights off, and then in a minute Chris came walking out to the car nonchalantly like nothing had happened. He said that Bart's brother had walked in first, and Chris shot him. Then Chris shot his mom, and then shot Bart's dad in the shoulder. And then he acted like he wrestled around with Bart and shot Bart in the shoulder. And then Chris put his clothes in like a cloth bag, and we drove to the bridge on 1097 and threw him over the side. What was Bart's part in the plan? Pretty much set it all up. You feel about having been involved in the capital murders? Wish you could go back in time. Stephen Champagne a avoué avoir participé activement à ces homicides. On allait se servir de lui comme d'un atout pour essayer d'obtenir d'autres informations compromettantes. Quelques jours plus tard, Stephen Champagne emmène les policiers sur le pont où le sac de vêtements a été jeté. Une équipe de plongeurs va maintenant tenter de le retrouver. Le sac a été jeté d'un pont de plus d'1 kilomètre de long au-dessus d'un lac. Quelle chance les plongeurs avaient-ils de le retrouver? Après 3 jours de recherche dans les eaux boueuses, le sac est repêché. C'était une aiguille dans une botte de foin. Le sac contenait les talkie-walkies qu'ils avaient utilisés, ainsi qu'une bouteille d'eau sur laquelle l'ADN de Chris Brashear a été retrouvé. Les enquêteurs ont obtenu des mandats d'arrêt pour meurtre au nom de Stephen Champagne, Chris Brashear et Bart Whittaker. L'annonce des arrestations renouvelle l'intérêt de la presse pour cette affaire. Il fallait qu'on retrouve Bart Whittaker.
La couverture médiatique et les 10 000 $ de récompense ont poussé une personne à contacter la police de Sugarland. Un certain Rudy Rios a appelé en disant « Je l'ai aidé à passer la frontière ». En 2005, Chris Brashear et Stephen Champagne sont arrêtés. Et grâce aux 10 000 $ de récompense, un informateur dévoile où se trouve Bart Whittaker. Un certain Rudy Rios a contacté la police de Sugarland en disant qu'il savait où il était. Il a dit « Je le balance. Pour 10 000 $, il le mérite. » Il a dit qu'il était à Cerralvo, au Mexique. Rudy travaillait avec Bart les mois qui ont suivi les homicides, avant qu'il ne disparaisse. Pour 3 000 $, Rudy Rios a emmené Bart Whittaker chez lui, à Cerralvo, où Bart a pris son identité. Au cours des semaines suivantes, le FBI a collaboré avec la police et l'armée mexicaine. Ce travail a abouti à une rencontre entre Bart Whittaker et un membre de l'armée mexicaine qui prétendait vouloir recruter Bart pour le renseignement militaire mexicain. Bart s'est présenté au rendez-vous et il a été appréhendé par les autorités mexicaines. Une fois passé la frontière, il a été placé en détention sous le coup d'un mandat d'arrêt pour meurtre. Ken Whittaker nous avait demandé s'il pourrait voir son fils quand celui-ci serait arrêté. Alors on a organisé cette rencontre. Je lui ai dit que tu sois 100% responsable ou pas. Je t'aime et je te pardonne. Tout le monde ne me comprendra pas, mais Dieu m'a accordé de survivre. J'aurais dû mourir. Dieu ne m'a pas épargné pour rien. Pour moi, il était clair qu'il me demandait de lui pardonner. C'était très dur. Mais dès que ma décision a été prise, ma colère et ma haine ont disparu. J'ai retrouvé la paix intérieure. Kent a pardonné à son fils, mais la justice ne sera pas aussi clémente. Bart Whittaker est accusé de meurtre avec préméditation. Son procès démarre en 2007. S'il est jugé coupable, il encourt la peine de mort. Au procès, tous les gens qu'il avait recrutés pour éliminer sa famille ont défilé. Adam Heap a témoigné. Stephen Champagne aussi. Il a expliqué le plan pour tuer les Whittaker. Bart Whittaker explique qu'il a changé, qu'il regrette ce qui est arrivé et qu'il veut se racheter de ses péchés. Mais le jury ne croit pas à la comédie de la rédemption. Le 5 mars 2007, le verdict tombe après 2h30 de délibération. We, the jury, do hereby find the defendant, Thomas Bartlett Whittaker, guilty. Qu'il soit jugé coupable ne faisait pas le moindre doute. On attendait surtout de savoir s'il allait être condamné à la prison à vie ou à la peine de mort. Toutes les victimes, moi, ma famille, la famille de Trisha, on a tous supplié le procureur de ne pas demander la peine de mort. Mais il l'a quand même fait. On a pris en compte le souhait de la famille, mais l'enjeu était plus grand. On a une responsabilité vis-à-vis de la société. Les preuves étaient accablantes. La peine de mort était inévitable. Je pense que c'est un sociopathe et qu'il ne regrettait pas ses actes. Bart Whittaker est un individu calculateur et manipulateur. Il m'a raconté que manipuler les gens était facile, qu'il suffisait de leur donner ce qu'ils voulaient. Après 10 heures de délibération, le jury opte pour la peine de mort. Pour Kent Whittaker, c'est une tragédie de plus. Quand ils ont annoncé la peine de mort, c'était très dur. Personne n'a plus souffert que moi dans cette histoire.
Donc j'ai conscience de ce que je demandais. Mais je trouvais plus approprié qu'il passe le restant de ses jours en prison. Kent décide d'en faire sa mission. Il fait appel et pendant les 10 ans qui vont suivre, il va supplier qui veut l'entendre de sauver son fils. Je voulais lui donner le temps de développer une relation avec Dieu pour qu'il voie que Dieu pardonne toujours, même à celui qui tue sa mère et son frère. Mais les appels sont rejetés et la Cour suprême refuse d'examiner l'affaire. La sentence va être exécutée. Le Texas a choisi la date du 22 février. Mais Kent Whitaker a encore une chance de sauver son fils. Il ne restait plus que la commission chargée des grâces et des libérations conditionnelles. Mais chacun de ses membres est un fervent partisan de la peine de mort. On savait qu'on aurait beaucoup de mal à les convaincre d'envisager de commuer sa condamnation à mort en prison à vie. Au Texas, cette commission n'a recommandé la clémence qu'à 3 reprises depuis 1982. Kent Whitaker continue de se battre jusqu'au jour fatidique. Ce jour-là, Bart Whitaker rencontre son père pour la dernière fois. Après son dernier repas, le jeune homme est escorté jusqu'à une cellule près de la salle où l'injection sera faite. Mais le téléphone sonne. Unanimous recommendation for clemency. L'État n'avait jamais reçu de demande de grâce unanime de la part de la commission. Jamais. Le gouverneur du Texas accepte la recommandation et commue la peine. Je pense que la commission et le gouverneur du Texas ont choisi la bonne voie, celle de la clémence. Bart va passer le restant de ses jours à l'écart de la société, mais il aura l'opportunité de faire bon usage des années qui lui restent à vivre, si tel est son souhait, et je l'espère. Le plus remarquable dans cette histoire, c'est la capacité de Kent Whitaker à pardonner. Il est conscient de ce que Bart a fait, mais il continue de l'aimer. Sa foi lui assure que tous les péchés peuvent être pardonnés. Pardonner est ce qu'il y a de plus difficile dans la vie. Mais j'ai guéri et je profite à nouveau de la vie. Je suis retombé amoureux, je me suis remarié et j'espère que mon exemple prouvera aux gens qu'en dépit des malheurs, l'espoir et la joie attendent ceux qui leur ouvrent leur cœur.